Et bonsoir, bienvenue dans ce 14e webinaire organisé et porté par État Sauvage. On a la chance ce soir de recevoir Pauline Villain-Carlotti qui est docteure en géographie. Je vais prendre un petit peu de temps pour poser notre échange de ce soir. Un petit mot sur État Sauvage. État Sauvage, c'est une association cofondée en 2019 par Julie de Saint-Blanca et Cédric Diridolou et qui a pour objet de promouvoir et de préserver la biodiversité et les milieux naturels. À travers nos actions, on encourage et on renforce les liens positifs que l'humanité entretient avec la nature. Et on a deux piliers essentiels autour de la préservation de la biodiversité et des milieux naturels sauvages via des actions de préservation, de rachat de forêts, etc. et de la sensibilisation, de l'éducation à l'écologie à travers du partage de connaissances, du partage de savoir-faire et au titre desquels il y a ces webinaires que nous organisons et que nous souhaitons mettre à disposition du plus grand nombre. Un dernier petit mot avant de passer la parole à Pauline sur une de nos actions en cours, qui est notamment une campagne ouverte jusqu'à mi-juillet autour de la préservation d'une forêt, notre projet qu'on a appelé Forêt d'eau. Et on a une campagne ouverte jusqu'à la mi-juillet. Si vous souhaitez y contribuer à votre propre mesure, on vous mettra un petit lien dans l'espace de discussion. Et maintenant, sur la thématique spécifique qu'on adresse ce soir, on a le plaisir d'accueillir Pauline Villain-Carlotti, qui est docteure en géographie et spécialiste de la gestion sociale de l'environnement. Pauline a fait sa thèse sur les représentations des incendies de forêt et elle a publié plusieurs articles sur les relations homme-nature à partir de l'exemple des feux de forêt en territoire méditerranéen. Pauline, je te passe la parole. Merci Sophie. Je coupe mon son. Oui. Il y a un temps de latence. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci à État Sauvage de m'avoir invité et merci aux participants pour votre intérêt et puis pour vos contributions à venir afin de réfléchir donc collectivement, j'espère, à la mitigation des incendies en forêt. Donc, la mitigation, c'est l'atténuation, du latin mitigare, qui veut dire en gros adoucir, et pour réfléchir ensemble, en gros, à la mise en œuvre de mesures destinées à réduire les dommages qui sont associés à des risques naturels, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la prévention des risques, puisqu'il est parfois difficile d'empêcher les événements de se produire. Donc, face à cette relative impuissance, on peut agir à ce niveau-là, au niveau de la réduction des vulnérabilités, c'est-à-dire la limitation des dommages. Et ça va être un peu le fil conducteur de ce webinaire sur les incendies en forêt, qui va se dérouler de la manière suivante. Alors, rapidement, le plan de la présentation. Donc, une première partie, on va dire, de recontextualisation, de cadrage. De quoi l'incendie est-il le nom, pour faire court. Ensuite, on verra un peu démystifier les idées reçues sur les incendies, c'est-à-dire essayer d'appréhender un peu la complexité du phénomène et de ses causes, par-delà les idées reçues. Et enfin, on aura une troisième partie un peu plus pratique, justement, sur les comportements, ce qu'on peut faire pour réduire les vulnérabilités et atténuer les dommages à l'échelle individuelle et collective. Donc, on va donc commencer par quelques éléments de cadrage et de définition qui vont nous permettre d'appréhender le phénomène. Parce que le risque d'incendie de forêt, ça peut sembler a priori un appellatif cohérent qui se passe de définition, mais il revêt différentes significations. On verra un peu tout ça. Donc déjà, je vais commencer par définir un peu ce qu'est le feu. Le feu, c'est un processus physique. C'est la résultante d'une combustion. En tant que réaction chimique, le feu, ce n'est pas un objet. C'est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps. Donc, ça nécessite un combustible qui va brûler. Dans le cas qui nous intéresse ici, il s'agit souvent d'espaces boisés, de biomasse végétale. Il faut également un comburant qui est l'oxygène.
lequel va donc permettre la combustion grâce à une source de chaleur, qui est l'énergie d'activation nécessaire à la production du feu et qui, dans le cas qui nous intéresse toujours, est rarement la foudre, comme on le verra, plus probablement des frottements, des mises à feu involontaires, des barbecues, des courts-circuits, ce genre de choses. Donc, ces trois éléments mis ensemble, combinés, constituent ce qu'on appelle communément le triangle du feu. Donc, vous avez la représentation ici. Le feu, c'est le produit et le résultat de cette combinaison. Donc. Les feux de forêt, maintenant, peuvent être de différentes natures. On va avoir des feux de sol qui vont consumer la litière et l'humus et qui ne produisent pas de flammes apparentes. On a des feux de surface qui brûlent les strates basses et qui constituent le gros des feux de forêt. Et enfin, on a ce qu'on appelle les feux de cime ou de houppier, donc qui consument les houppiers, c'est-à-dire le sommet des arbres. Alors, il me semble important de rappeler, je vais m'étendre un tout petit peu là-dessus, parce que ça conditionne un peu le reste, que le feu, ce n'est pas seulement un phénomène chimique, c'est aussi un élément fortement lié à l'anthropisation. La maîtrise du feu par l'homme, c'est un élément clé de l'hominisation, voire de la civilisation. La preuve la plus ancienne de l'utilisation et de la domestication du feu, c'est environ 450 000 ans, donc au paléolithique inférieur. Avant cette date, il y avait des usages occasionnels du feu qui remontent à 1,5 million années en avant, mais on va dire que c'est sans foyer contrôlé. Donc c'est vraiment occasionnel, généralement des feux de foudre. Pour vous donner un exemple, c'est un peu la scène finale du livre de la jungle. Donc les raisons de sa domestication du feu, elles sont nombreuses, la cuisson, la chaleur, mais la première de toutes, a priori, c'est sans doute la lumière, la nécessité de voir la nuit. Et cette lumière, c'est aussi un peu métaphoriquement la lumière de la connaissance. Et le feu, ce n'est pas simplement un outil pour l'homme, c'est aussi, il a un fondement symbolique qui est assez puissant. Il y a énormément, il a été un objet de culte assez important, ou de rite, et ça en fait un élément particulièrement ambivalent par son pouvoir symbolique, qui accroît un peu la difficulté de l'appréhender avec neutralité et objectivité. Le feu, il a confronté les scientifiques à de nombreux écueils, et justement à cause de cette dimension symbolique qui a posé problème à la recherche sur ce phénomène. C'est ce qu'a pointé notamment du doigt Gaston Bachelard dans sa Psychanalyse du feu, un ouvrage aussi agréable qu'érudit que je vous recommande et que vous aurez en référence. Pour expliquer ça un peu, après je finis sur le feu, Bachelard explique que ce qu'on connaît d'abord du feu, c'est qu'on ne doit pas le toucher. Que la connaissance du feu, elle n'est pas empirique, elle n'est pas naturelle par la brûlure, elle est davantage sociale. L'enfant, il va être morigéné lorsqu'il s'approche du feu avant même que le contact n'ait lieu. On a une interdiction sociale qui est notre première connaissance générale sur le feu. Et ça conditionne un peu aussi nos représentations par rapport au feu et aux incendies. Donc, une fois qu'on a posé ça, venons-en un peu plus à l'affinage des termes de notre sujet. Donc, le feu, c'est le substantif générique pour tout résultat d'une combustion, qui, a priori, ne présente pas vraiment de connotation péjorative comme l'incendie. Donc, il peut exprimer un instrument contrôlé, contrôlable par l'homme, c'est le feu du foyer, c'est le feu de forêt, c'est le terme générique. À l'inverse, l'incendie, il définit systématiquement l'embrasement et l'ingouvernabilité du phénomène, la calamité de l'événement. Donc, c'est toujours un substantif négatif. On n'a pas d'incendie domestique, si vous voulez. L'incendie est mauvais maître quand le feu est bon serviteur, comme dit un proverbe que tout le monde se revendique et dont je ne pourrais pas vous dire qui en a la paternité. Les choses vont se complexifier un peu avec l'arrivée des méga-feux. Donc, c'est une sorte de nouvelle synthèse entre les deux termes. C'est un néologisme des années 2010 qui a été forgé à partir du préfixe méga, donc qui donne une idée de gigantisme, et qui vient définir un feu qui aurait échappé complètement à toute possibilité de gouvernabilité en termes d'intensité et de superficie. Donc, le méga-feu, c'est le cataclysme absolu, la fin du monde, l'effondrement, quoi.
Donc, je vais juste insister un tout petit peu sur l'intérêt récent pour les méga-feux. Ils ont été très médiatisés au détriment d'autres incendies de moindre ampleur ces dernières années. Ils impliquent, je vous ai mis une carte qui montre un peu les grands foyers de méga-feux. Les méga-feux, donc, ils impliquent des espaces avec de grandes continuités de combustible. Il concerne pour beaucoup la zone méditerranéenne au sens large, si vous regardez la légende, pas la zone circum-méditerranéenne, donc celle qui est soumise à un climat méditerranéen, à une végétation méditerranéenne, et qui dépasse très largement le pourtour de la mer Méditerranée. Donc on est bien sur la région bioclimatique. Mais les méga-feux, ils ne concernent pas seulement cette région bioclimatique, puisqu'on en a en Scandinavie, on en a eu en Russie. Alors, la médiatisation des méga-feux et son intérêt ces dernières années, c'est un peu le renouveau du côté marronnier de l'été qui avait commencé à se faire sentir à partir des années 70, notamment dans un but de sensibilisation du public, qui avait en partie porté ses fruits, mais la recherche de coupables n'a pas vraiment permis de considérer la responsabilité de chacun d'entre nous, parce qu'on verra la recherche des causes, la chasse aux sorcières et ce genre de choses. Les méga-feux font un peu une nouvelle catégorie pour redonner du sensationnel et réinvestir les esprits sur une thématique qui avait tendance un peu à s'essouffler. En revanche, on peut y voir un intérêt. Avant, on parlait plus des incendies en Méditerranée, en région méditerranéenne, et désormais, on va avoir une planétarisation de ce risque. La planétarisation, ça renvoie à la prise de conscience de l'unité de la planète en tant qu'entité physique, suite notamment à la mise en évidence des interconnexions entre les différents systèmes biogéophysiques qui forment un réseau très complexe et qui fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que tout impact sur un élément du système occasionne une boucle de rétroaction positive ou négative sur l'ensemble. La partie fonctionne avec le tout et par conséquent les autres systèmes qui sont liés. Donc, cette planétarisation des incendies, cette planétarisation de ses causes, le changement climatique, les épisodes de sécheresse, qui sont globalisés, de ses conséquences. On n'est plus seulement sur une évaluation de la perte de biodiversité localisée, mais aussi sur les gaz à effet de serre, les fumées toxiques. On a eu un exemple récemment avec les incendies au Canada qui ont envahi des grandes villes nord-américaines. Alors maintenant, je voudrais qu'on a parlé un peu, qu'on a redéfini l'incendie, on va peut-être évoquer de quoi on parle quand on parle de forêt rapidement. Alors, vous avez sur cette diapositive la définition, une définition classique de la forêt comme formation végétale constituée d'arbres spontanés ou de plantes ou pieds jointifs ou peu espacés, dominant souvent un sous-bois arbustif et herbacé. Ça, c'est une définition biogéographique. La définition de l'Institut forestier national, de l'IFEN, c'est aussi une question de hauteur des arbres à maturité, 5 mètres, de couvert boisé de plus de 10%, d'usage, qui ne doit être ni agricole ni urbain, et d'une largeur moyenne supérieure ou égale à 20 mètres. Cette définition, elle a été complétée pour prendre en compte le maquis corse, qui n'atteignait pas donc, cette hauteur, puisque c'est une strate plutôt arbustive, mais qui était considérée par certains comme de la forêt. J'en reviens à... Moi, je ne parle pas, je parle rarement de forêt. Moi, je parle d'espaces boisés, que je trouve plus juste, parce qu'il n'y a pas de définition fixe. Là, je vous ai donné des définitions assez françaises. La FAO a une définition encore différente, qui n'est pas particulièrement appliquée. Les définitions de la forêt, elles sont variables d'un pays à un autre en fonction des enjeux politiques. Elle peut exclure ou pas les plantations et les espaces agroforestiers. Elle varie en fonction de la hauteur des arbres. Ça peut aller de 1 mètre au Portugal à 14 mètres au Zimbabwe. Du taux de recouvrement qui va être de 5% en Iran à 75% en Afrique du Sud. Donc, c'est très, très, très variable parce qu'il y a une part de représentation de ce qu'est une forêt pour les populations en présence. Et il y a une part de politique, parce que la forêt, ces dernières années, a été un enjeu important, notamment dans la réduction des gaz à effet de serre, de l'atténuation des effets du changement climatique, dans le cadre du protocole de Kyoto, par exemple, ou de l'accord de Paris. Donc, cette définition, elle est assez variable. Moi, je vous ai donné un peu la définition française et mon avis sur le fait de parler plus justement d'espaces boisés. Donc, pour finir un peu cette partie de cadre sur les incendies et les espaces boisés, on va venir très rapidement sur notre perception de ces événements. Très rapidement,
Comme on disait, les méga-feux ont permis de penser les feux de manière plus globale dans l'espace, mais il faut aussi penser l'incendie dans le temps. C'est un angle mort du fait de la médiatisation, souvent, car on nous montre beaucoup les images spectaculaires du feu et de ses ravages, mais rarement de la régénération post-incendie, dont on va parler par la suite. Donc, le choc à court terme, il est évidemment très important et traumatique. Il y a des conséquences immédiates, plus ou moins dommageables. Ça peut être problème de stabilisation des sols, de la perte de biodiversité animale et végétale. Mais il faut aussi penser la relation entre le feu et les espaces boisés sur le temps long, soit celui des écosystèmes et pas celui forcément des générations humaines. Ça veut dire aussi arrêter de penser en termes de paysage et d'analyser les interactions écosystémiques, qu'elles soient positives ou négatives. Le temps d'une génération humaine, c'est une échelle intéressante en matière de risque, parce que généralement, c'est le temps de l'oubli de l'avant, l'oubli de ses responsabilités. C'est également le temps de la maturation des ligneux, donc des arbres. À court terme, on considère que le potentiel destructeur de l'incendie. À long terme, on voit également le versant créateur qui nous ramène à l'ambivalence du feu. Donc, j'en viens à la partie démystification. Et dans cette partie, je vais évoquer à peu près 5 idées reçues, du moins peu mises en avant quand on parle des incendies de forêt. Donc, pour commencer, on va évoquer les causes des incendies. Si la forêt brûle, c'est non seulement parce qu'elle est combustible, ça c'est un fait, mais aussi parce qu'on y met le feu. Mais c'est qui on Le on, c'est 90 à 95% une cause humaine. La foudre, c'est environ 5 à 7% des départs de feu à l'échelle de la planète. Ce qui fait de l'incendie un risque pas vraiment naturel du point de vue de l'aléa. Les causes humaines, elles sont par ordre d'importance pour la France, comme vous les voyez donc, sur les graphiques ci-compte. J'avais d'autres données, pas françaises mais italiennes, mais je ne vais pas les présenter ici. Elles sont assez similaires. Et pour une analyse plus large, il faudrait compiler d'autres données statistiques. Voilà. Donc là, je m'appuie sur les données de la base Prométhée, qui est créée en 1973, qui concentre les données sur les feux de forêt de 14 départements de l'entente interdépartementale pour la protection de la forêt méditerranéenne contre l'incendie. Vous avez sur la carte à côté le liseré rose, en gros, c'est les 14 départements de l'entente, et je pourrais vous donner un peu plus de références sur cette entente interdépartementale. Donc, la part des incendies d'après les données de la littérature, c'est une proportion assez similaire selon les pays, c'est avec des variations marginales. Majoritairement, ce sont des causes accidentelles, donc des dommages collatéraux aux activités humaines, travaux agricoles, des défauts de maintenance, des infrastructures, ce genre de choses. Pour la France, ça représente quasiment la moitié des incendies en nombre comme en superficie. Ensuite, on a la catégorie malveillante, avec une différence ici entre le nombre de feux et la superficie, qui s'explique notamment par le fait que si les incendiaires et les pyromanes ne sont pas proportionnellement les plus nombreux, ils cherchent intentionnellement à occasionner un maximum de dommages, par conséquent des incendies plus importants. Petite distinction nécessaire, à mon avis, à faire entre l'incendiaire et le pyromane. L'incendiaire, il met le feu intentionnellement pour en tirer un bénéfice, qu'il soit lucratif ou de vengeance ou tout ça. Le pyromane, c'est un malade mental. C'est une catégorie psychiatrique, c'est pareil qu'un kleptomane. Voilà. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Dans cette catégorie malveillante, on va retrouver beaucoup de rivalités de chasseurs ou d'éleveurs, notamment parce qu'il y a une interdiction de parcours pendant 10 ans après l'incendie qui peut, dans des rivalités et des conflits interpersonnels, peut avoir un intérêt. On peut en revanche oublier l'idée un peu complotiste du promoteur véreux qui met le feu pour construire. C'est une idée qui a été beaucoup relayée il y a longtemps dans la presse, qui est très bien pour un scénario de série. Mais dans la réalité, l'incendie, il supprime un obstacle au lotissement, par exemple, mais il déclasse en aucun cas le terrain forestier ou agricole. Donc, le classement reste et le terrain reste inconstructible. C'est pareil pour le pompier pyromane, qui a été qui est même devenu une expression à la mode. C'est un cas assez résiduel, ça a existé, c'est vrai. Les cas les plus importants de mise à feu pour les primes des pompiers, c'était dans les années 80, c'était les primes des pompiers volontaires notamment, et ça s'est complètement arrêté avec la fin des primes. Donc effectivement, il y avait un biais avec cette prime, mais elle a été rapidement encadrée. La dernière cause un peu classique, c'est les causes involontaires, à faire à la différence avec les accidents, parce que la cause involontaire, c'est plus de la négligence dans le comportement.
les cigarettes, les tessons de verre, les bivouacs, les barbecues, ce genre de choses. Donc là, on est dans la négligence de chacun d'entre nous. Je n'ai pas trop présenté non plus, il y a une cause qui est la cause inconnue, qui reste aussi importante, mais depuis les années 90, en gros, les enquêtes ont beaucoup évolué et donc elles sont aujourd'hui un peu plus résiduelles qu'il y a plusieurs années. Donc, une fois qu'on a parlé des causes, principalement humaines, très majoritairement humaines de l'incendie, revenons au feu et à son impact sur les espaces boisés. J'ai esquissé au tout début l'idée du feu comme créateur. En matière de biodiversité, il y a une thèse de 2012 rédigée par Nicolas Fèvre, 2011, pardon, qui parle notamment de pyrodiversité. Donc, c'est un néologisme forgé sur le modèle de biodiversité qui peut se définir comme la part de la biodiversité d'une végétation ou d'un territoire donné lié au passage des feux. Il y a de nombreux auteurs qui rappellent, pour la partie que je connais le mieux, c'est-à-dire la région méditerranéenne, la végétation autour de la Méditerranée, dans ses caractères physionomiques et dans sa composition floristique, elle est largement dépendante du feu. Le feu, il est entre la création et la destruction selon les contextes spatio-temporels et il peut être aussi bien la cause de grands dommages écologiques que celle d'une régénération des écosystèmes. Par exemple, les cendres vont favoriser l'implantation des pyrophytes. Les pyrophytes sont les plantes qui sont pyrophiles, donc qui aiment le feu, qui en ont besoin pour croître, comme les cis, le genévrier, le genêt épineux et certains végétaux transitoires annuels. D'autres espèces vont être plus ou moins pyrorésistantes ou bénéficier des incendies sans être pyrophytes. C'est le cas des graines de pin qui germent dès la fin du sinistre, par l'échauffement qu'il y a eu sur la pomme de pin. Les sclérophytes, qui sont des taxons aux feuilles coriaces et persistantes, comme le chêne vert, le chêne liège, résistent bien également au passage des feux. Le chêne liège, l'incendie, ça ne lui pose pas de problème s'il n'a pas été démasclé, donc s'il n'est pas exploité et qu'on l'a laissé en libre évolution. Les xérophytes, qui sont adaptés à la sécheresse, ils s'accommodent aussi fort bien du passage du feu, comme le romarin, qui est pyrorésistant et qui renaît de ses cendres avec vigueur après le passage de l'incendie. Une dernière catégorie d'êtres vivants dont on parle assez peu, que sont les champignons, peuvent également fructifier grâce au feu. C'est le cas de la morille qu'on trouve sur les terrains incendiés, pas que, mais aussi là, et du très rare et très prisé champignon de feu, dont je vous donne le nom, le Polyporus coryllinus, je n'en ai jamais vu. Il est tellement rare que seuls les mycologues le connaissent généralement, mais ça existe et ça s'appelle même le champignon de feu. Il est tout blanc et je crois qu'il est assez goûtu. Depuis quelques décennies, on assiste à une reconnaissance partielle du potentiel créateur et destructeur du feu de la part de la communauté scientifique, même si c'est assez peu mis en avant dans les médias. On peut dater cette reconnaissance de l'incendie de Yellowstone en 1988, qui a été vécu comme une catastrophe par les contemporains et qui a permis par la suite de relativiser l'effet inexorablement néfaste des incendies sur les écosystèmes. Le constat de la régénération post-incendie et de la vigueur retrouvée de certaines parcelles et de certaines espèces qui périclitaient dans ce parc bien connu a contribué à l'émergence de la politique du « let it burn », que certains ont vivement critiqué, et qui consiste à laisser brûler les feux dus à la foudre, comme des feux naturels contrôlés, aussi longtemps qu'ils ne menacent pas les vies humaines ou les propriétés. C'est certains types de feux. J'insiste sur la nuance entre laisser faire et laisser brûler les feux dits naturels. On a vu qu'ils étaient très résiduels. Ils sont relativement rares. Et ça nous amène à la question de la fréquence des incendies, qui est une donnée aussi importante à considérer. On se préoccupe souvent beaucoup de ceux qui brûlent et où, mais pas assez de la répétition, qui pourtant va faire justement pencher la balance de la création à la destruction. Pour en revenir à la temporalité, la richesse floristique des espaces incendiés, elle est maximale la 2e et la 3e année. Et elle finit par diminuer et se stabiliser au bout de 5 ans. Cependant, si les grands incendies deviennent récurrents, on a une forte réduction de la biodiversité en espaces forestiers au profit des strates plus basses. La fréquence des incendies sur un même espace, elle est donc plus importante en fait, que le nombre d'incendies ou que la superficie, si vous voulez.
On sait que des incendies qui seraient ni trop violents ni trop répétitifs, ils peuvent augmenter la richesse floristique. En ouvrant des clairières, on a vu que les cendres favorisaient l'implantation des pyrophytes. Et ces pyrophytes, ce sont des espèces végétales comme les autres. Elles sont ni mieux ni moins bien, parce que souvent, on les voit comme, elles sont perçues comme une dégradation environnementale. Mais ça, c'est un jugement de valeur. Alors, évidemment, un espace uniquement peuplé de cystes, par exemple, c'est un appauvrissement écologique, parce qu'il a pris le dessus sur toutes les autres. Mais est-ce plus un appauvrissement écologique qu'une forêt monospécifique, comme la plupart des forêts de production? Donc, j'en viens un peu à l'idée un peu préconçue qu'une forêt entretenue et productive, elle sera nécessairement moins vulnérable aux incendies, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Alors, on a souvent considéré que les forêts entretenues et exploitées, elles brûlaient moins que celles qui étaient laissées en libre évolution. L'opposition classique entre les départements de l'entente du Sud-Est, l'entente qui contribue à la base Prométhée, et celle du Sud-Ouest, dont la forêt des Landes, considérée pendant très longtemps comme la bonne élève de la gestion des forêts contre l'incendie, à travers notamment les associations syndicales autorisées de défense des forêts contre les incendies, autrement appelées ASA-DFCI, où la forêt des Landes, elle possède une réelle valeur économique et elle devient un enjeu important. Donc très vite, il y a eu des collectifs qui se sont organisés pour la protéger. Ça n'a pas pour autant que cette forêt, elle est moins vulnérable, elle est surtout plus rentable et elle est en ce sens mieux protégée. Donc l'opposition entre la bonne forêt cultivée et la forêt sauvage, dans les incendies de forêt, c'est un peu à nuancer et surtout, je reviens sur la définition de la forêt, on va dire que cette opposition, en fait, elle est constitutive du terme même de forêt. Parce que le mot forêt, à la base, ça vient du latin forestis, qui veut dire, qui vient même de foris, en dehors. Forestare, c'est retenir dehors, mettre à l'écart, exclure. Donc ce terme, il est apparu à peu près au 8e siècle, dans les édits royaux, pour les rois qui s'étaient octroyés le droit d'exclure du domaine public de vastes espaces boisés, afin d'y préserver la faune sauvage de manière encadrée, pour assurer un rituel fondamental qui n'est autre que la chasse. Donc, la forêt, c'est le parc royal de chasse à la base. Avant, il y avait des forêts, mais on ne les appelait pas forêts, on les appelait silva. La silva, elle devient foresta quand l'homme la transforme en ressource et en tire profit. La première, la silva, sylvestre, sauvage, elle fait référence à la nature sauvage, celle contre laquelle on a longtemps pensé que l'homme devait se battre, qu'il devait domestiquer, la selva oscura de Dante, par exemple, celle qui est peu productive, pas assez rentable, qui va reconquérir les terrains agricoles laissés en jachère et en friche. Et la seconde, c'est la nature domestiquée, utile, la bonne forêt, la forêt fonctionnelle, bien rangée et entretenue. Alors, pour changer d'échelle sur cette de la France et puis surtout dépasser un peu la définition théorique, j'ai repris donc mon planisphère de départ qui matérialise toujours l'ère de la forêt méditerranéenne, les mégafeux, et j'ai ajouté les noms des principaux pays exportateurs de bois. On constate que les grands feux médiatiques de ces dernières années, ils ont largement concerné des espaces boisés productifs, souvent monospécifiques. Notamment, c'est le cas de la Suède, de la Finlande ou de la Russie, du Canada. Donc, ces grandes exploitations forestières qui sont bien rangées et productives. Pour compléter sur cet aspect, je voudrais revenir un petit moment sur la forêt des Landes, qui est, à mon sens, un cas vraiment intéressant. C'est une forêt qui brûle moins en nombre de feux et en récurrence des incendies, notamment depuis l'organisation des associations de sylviculteurs des années 1950. Elle est très entretenue, elle est très surveillée, elle est très protégée, un peu moins ces dernières années avec l'abandon du métier, mais quand même. Sauf que la forêt des Landes, comme son nom l'indique, ce n'est pas vraiment une forêt. C'est un milieu complètement artificiel qui a été créé au 19e siècle pour stabiliser les dunes. Ce n'est pas une forêt, c'est une plantation. Elle est extrêmement aménagée
vous pouvez regarder sur la photo aérienne qu'on voit dans les années 2010, c'est le quadrillage est quasi parfait, elle est ultra rectiligne, il y a rien qui dépasse en fait, tout est bien rangé. Sauf qu'en fait, elle est extrêmement vulnérable aux risques naturels comme les tempêtes ou les incendies, du fait que les peuplements ont le même âge, ils ont tous la même taille, il n'y a pas de sous-bois, c'est une continuité parfaite en matière de combustible, il n'y a aucune rupture nulle part, sauf quand il y a une coupe rase, mais c'est tout, mais il n'y en a pas non plus partout, et puis ce n'est pas un modèle qu'on va non plus vanter. Donc, le fait que les arbres soient tous pareils, calibrés de la même taille, de la même largeur, ça en fait, en plus c'est du pain, donc c'est le résineux, ça s'enflamme très très bien, c'est une torche sur place et ça enflamme tout le reste. Et bon, dans les tempêtes, c'est à peu près le même mécanisme, le fait que le peuplement ait tous le même âge, quand ça tombe pour tout le monde pareil, quoi. Il y a zéro résilience, zéro adaptation, c'est une plantation. Alors, pour résumer, les espaces boisés méditerranéens, notamment, sont composés d'espaces végétaux adaptés au passage des feux. Et l'intervention humaine, comme l'artificialisation des milieux, ne sont pas toujours favorables à la réduction des vulnérabilités. Au contraire, l'humain, il va créer des enjeux à défendre et il va perturber des écosystèmes existants. Donc, je vous propose une petite synthèse de ce qu'on a vu. Que les humains sont responsables de la majeure partie des incendies. Il existe une biodiversité qui est adaptée au feu, même si elle est méconnue. Que la répétition des incendies et la temporalité de l'incendie est un facteur presque plus important que l'intensité de l'incendie ou que la superficie parcourue. Que la répétition donc, va occasionner un grand nombre de dommages et que la féralité n'est pas forcément source de vulnérabilité. La féralité, c'est le sauvage, justement. Alors que la forêt jardinée, elle peut présenter un certain nombre de vulnérabilités structurelles du fait de l'artificialisation du milieu. Puisque nous avons une grande part de responsabilité, je vous propose de voir dans un dernier temps ce que nous pouvons faire individuellement et collectivement. Donc, j'en viens aux bonnes pratiques. Alors, pour commencer, je voulais seulement dire brièvement qu'à chaque événement dommageable, la réponse à chaud, dans une vision problème-solution à court terme, c'est de proposer davantage de moyens de lutte. Ces moyens sont excessivement coûteux à l'achat, en entretien, à déployer. 1 heure de Canadair, par exemple, c'est 8 000 €. Et avant de penser à la lutte, soit quand c'est déjà trop tard et que l'incendie est là, il est préférable d'agir en amont sur la prévention et les vulnérabilités. On en revient à cette idée de mitigation et d'adaptation. Pour ça, on peut agir à différents niveaux et différentes échelles. La prévention, ça commence par des campagnes de sensibilisation qu'on doit pouvoir adapter au public. On ne s'adresse pas de la même manière à des urbains ou à des ruraux, par exemple, et il faut aussi considérer ce que les gens savent, connaissent. Un des problèmes, notamment en région méditerranéenne, c'est le tourisme de masse, avec des gens qui sont ni habitués aux espaces de nature, ni aux incendies, qui ne connaissent pas les territoires, ils peuvent se perdre, ils n'ont pas conscience du risque, ils n'ont pas de mémoire des feux. Voilà. Donc, il faut leur créer un peu cette mémoire du risque et de l'incendie. Donc, déjà, faire des campagnes de sensibilisation et des campagnes différenciées en fonction des publics, cibler les lieux pertinents de diffusion. Sur l'adaptation au milieu, un des moyens de prévention, c'est l'entretien, mais pas forcément l'entretien des forêts, ça va être plutôt l'entretien des interfaces habitat-forêt. Donc, autour des enjeux pour créer des coupures de combustible, qu'on appelle des zones d'appui à la lutte notamment, c'est le travail des professionnels de la gestion, comme les forestiers sapeurs, et on n'est pas obligé de faire de ces interfaces des déserts. On peut avoir des plans d'aménagement pour organiser des ruptures de combustible en fonction des espèces, des strates, créer des chemins, voilà. C'est d'ailleurs comme ça qu'a été organisé les territoires ruraux jusqu'aux années 50. La Silva, le sauvage, la forêt, le Saltus, pâturé avec les troupeaux, et la guerre ou l'Ortus, aménagé, et au centre, le village, groupé. Pour détailler davantage, on va voir ce qu'on peut faire ou pas à l'échelle individuelle. Et je vais faire un petit rappel de la réglementation. Donc, une première chose, c'est évidemment de respecter les interdictions.
de brûlage, ne pas produire le feu soi-même. Donc, ça dépend beaucoup des départements. Par exemple, nous, on est dans le Val d'Oise, ici, c'est interdit de manière systématique toute l'année. On n'a pas le droit de brûler les végétaux dans son jardin. Donc, la première chose à faire, c'est de respecter la réglementation. Il y a aussi des heures où on a le droit de procéder à certains travaux. Dans les régions méditerranéennes où il y avait une pratique du feu, des brûlages dirigés, il y a des horaires pour ça. Donc, pour les travaux agricoles, c'est pareil. Il faudrait vraiment considérer l'usage de machines qui peuvent enflammer le milieu ou l'usage du feu, comme on imagine le tapage nocturne. Donc, on évite les heures les plus chaudes. Si on ne se met pas au soleil entre midi et 16 heures, c'est que c'est également mieux de ne pas produire d'étincelles. Donc, il y a ça aussi. On peut aussi travailler en collectif parce que ça accroît la vigilance. Pas de travail isolé finalement, comme l'implique le code du travail. On se surveille mutuellement, on se protège mutuellement. Pour les loisirs, on se rappelle que souvent les feux de camp et les bivouacs sont interdits et on respecte ça. L'interdiction de fumer en forêt, elle était parfois interdite dans certaines zones très à risque. Elle était vivement recommandée la plupart du temps. Elle vient d'être complètement étendue à toutes les forêts récemment, mais il a fallu légiférer pour éviter des incendies négligents. Donc, il est quand même important d'avoir cette prise de conscience que nos actions peuvent avoir des conséquences et de les éviter même quand ce n'est pas interdit. D'une manière générale, il me semble important de rappeler que les forêts ne sont pas des espaces publics. Ce sont des espaces ouverts au public, pour certaines, que les 3/4 de la forêt française sont des propriétés privées, que le reste, il appartient aux collectivités territoriales ou à l'État, c'est-à-dire au domaine, l'ancien domaine royal. Et on a oublié, mais pendant longtemps, on a fait payer des redevances pour tous les prélèvements en forêt, du caillou à l'arbre coupé, du parcours des animaux aux champignons cueillis. Tout était taxable. La forêt, elle n'est pas à tout le monde, donc on touche avec les yeux et on respecte le milieu, même si aujourd'hui, on ne vous mettra pas d'amende parce que vous avez ramassé un champignon. Donc, je viens d'évoquer la question de la propriété. Donc, j'en viens aux questions d'aménagement et d'urbanisme. Brièvement, même si on va se décaler par rapport aux incendies en forêt. On a trop peu de prise en compte encore aujourd'hui du risque d'incendie dans les documents d'urbanisme, parce que justement, séparation entre l'urbanisation et la forêt, l'en dehors. J'ai parlé de l'entretien autour des enjeux, plus que de l'entretien de la forêt, qui est le plus important, parce qu'un des problèmes majeurs dans les zones fortement soumises au risque d'incendie, c'est notamment que ce sont des destinations prisées et où le rêve, c'est la villa isolée dans la nature. C'est donc le problème majeur de l'urbanisation dans ces secteurs, c'est le mitage, c'est-à-dire les habitats isolés, qui deviennent des enjeux isolés qui sont difficiles d'accès pour les secours, qui sont potentiellement des pièges pour les habitants en cas d'incendie. Au milieu de la végétation, les biens matériels et les personnes vont être beaucoup plus exposés et en danger. Et les services de secours et de lutte vont donc se concentrer sur eux. C'est comme les gens qui font du hors-piste et qui se retrouvent dans une avalanche. Ils mobilisent des services de secours très, très importants. Et bien là, c'est pareil. Et au lieu de protéger les forêts, on va mobiliser plusieurs camions de pompiers, voire des canadaires, pour sauver une villa isolée. Le mieux, c'est quand même de privilégier l'habitat groupé avec des abords nettoyés et débroussaillés. Le code forestier implique une obligation légale de débroussaillement autour de sa propriété. Ça évite, d'une manière générale pour tout le monde, d'avoir après des fronts de feu multiples qui vont faire exploser le dispositif de secours et de lutte au détriment toujours des espaces de nature. Pour résumer très rapidement, la coopération, elle peut limiter les dommages. L'autodiscipline, elle permet de réduire le risque. Le respect des espaces de nature, du milieu, de la réglementation est fondamental pour limiter les vulnérabilités et limiter nos responsabilités dans les incendies. Et penser le feu de forêt dans les documents d'urbanisme, ça serait nécessaire pour adapter les aménagements humains qui permettraient d'organiser ce qu'on appelle aux États-Unis des Fire Adapted Communities, qui sont des quartiers ou des hameaux où les gens ils vivent, ils disposent des moyens humains, matériels et cognitifs qui leur permettent de gérer le risque d'incendie. Ça
Ça a ses limites dans les méga-feux, je vous l'accorde. Mais le reste du temps, ils ne mobilisent pas systématiquement les services d'incendie et de secours. Quelques idées en cas d'incendie, les comportements à avoir très, très rapidement. C'est un peu ce que je viens de dire. Donc, pas de surfréquentation des milieux, le respect du milieu et des pratiques adaptées en fonction de la réglementation, mais pas seulement, au-delà. Donc, vraiment considérer que la forêt n'est pas à nous, c'est un espace de nature, qu'on doit se faire tout petit, voilà, pour ne pas perturber les équilibres en présence. La protection des biens, donc nettoyer les abords de sa maison, ne pas faire de feu dans son jardin, surveiller les sources de chaleur. Se mettre en sécurité en cas d'incendie, éviter la fuite en voiture. On va plutôt chercher un milieu ouvert et faiblement combustible, ne pas se retrouver, parce que le feu peut changer très rapidement de direction. Donc, rester plutôt au ras du sol, se mettre un tissu humide devant la bouche et le nez pour pouvoir respirer, si on a de l'eau, et ne pas jouer les héros. Et adapter ses activités dans le temps et dans l'espace. Donc, travailler en équipe et éviter les échauffements. Et pour finir, je nous laisse méditer et éventuellement discuter sur une idée un petit peu provocante. Nous avons une responsabilité en tant qu'humains, très largement responsables des incendies dans le monde. Nous avons des progrès à faire pour nous adapter et respecter les milieux. Mais on va dire quand même que certains, ils ont une marge de progression qui est beaucoup plus importante que les autres. Parce que des 95% de causes humaines, c'est à peu près la même proportion qu'est le fait des hommes, avec un petit H cette fois-ci. Les incendies volontaires, ils sont à 99% le fait des hommes. Les incendies involontaires, négligents, ils sont majoritairement causés par des hommes et des activités à dominante masculine. Donc, on a encore une fois un aperçu du coût de la virilité qui a été bien expliqué, entre autres, par Lucie Pétavin dans un ouvrage que je peux vous mettre en référence. Et le coût de la virilité, c'est un coût financier, social et environnemental qui peut être diminué avec un changement de mentalité qui prendra du temps et qui se fait sur le temps long lui aussi, celui d'un rapport apaisé avec l'environnement humain et non humain, en arrêtant de valoriser les comportements à risque, la violence et la culture du héros. En gros, en arrêtant de penser l'homme comme maître et possesseur de la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation. Je parlerai comme ça, si tout le monde m'entend bien. Je te passe la main, Julie, peut-être si certains et certaines ont eu des questions pendant cette présentation. Oui, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Pauline pour cette présentation très très dense. Je pense qu'on aura intérêt à avoir le replay rediffusion pour pouvoir tout digérer, beaucoup d'éléments. Vous pouvez d'ailleurs toujours soit lever la main, soit poser vos questions dans le chat. Les premiers retours qu'on a pu avoir. Donc, il y avait déjà ta question, Sophie, au départ de la présentation, qui était sur les méga-feux. Est-ce que c'est un terme qui est lié au dérèglement climatique, qui donc est lié à l'ampleur du phénomène, ou est-ce que c'est un phénomène qui est existant et qui ne se faisait pas nommer auparavant? Honnêtement, il faudrait que je me renseigne parce que je ne suis pas du tout spécialiste des méga-feux. On n'en parlait pas avant, c'est un néologisme. Faudrait creuser un peu. Moi, je n'ai pas fait ma thèse sur les méga-feux parce que je ne suis pas concernée. En territoire méditerranéen insulaire, le méga-feu, ça n'existe pas. Donc, je ne sais pas, faudrait creuser la question. Peut-être, peut-être pas. Je ne peux pas répondre à cette question. J'en ai pas la moindre idée. D'accord. Une remarque qui est à la fois une question en même temps. Est-ce que le feu peut être positif? Alors, je crois qu'on a eu quelques éléments de réponse, mais du coup, est-ce que ce n'est pas toujours justement quelque chose de négatif? Enfin, en tout cas, le feu, l'incendie, est-ce qu'il peut y avoir une dimension positive? C'est ce qu'on a vu notamment au travers de la pyrodiversité, oui. On a une régénération qui peut être, si les incendies sont on va dire épisodiques, s'ils ne sont pas trop fréquents, le passage d'un feu n'est pas toujours une catastrophe. Donc oui, il peut être positif selon les contextes, tout à fait. C'était un peu il est toujours entre la création et la destruction. S'il est trop répété dans le temps, il occasionne forcément que de la destruction, mais on va dire qu'il y a quand même une idée de destruction créatrice dans le feu. Du coup, et qu'il y a un versant positif du feu.
C'est pas pour rien qu'il y a eu des cultes liés au feu. Voilà, le feu, c'est ambivalent. C'est le feu de l'enfer, mais c'est aussi le feu qui brille au paradis. C'est toujours la lumière et la noirceur. Le feu est toujours très ambivalent, et même pour la nature, il est très ambivalent. Du coup, moi, je complète aussi avec une question qui est liée finalement à cette première question. Est-ce que c'est pas toujours vu sous le prisme de l'humanité finalement? On le voit négativement parce que c'est destructeur, enfin, l'incendie en tout cas au niveau de nos installations, de nos activités productives, etc. en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette image qui lui colle un petit peu à la peau d'effets uniquement négatifs. Oui, après, je pense que c'est aussi une vision d'urbain. Parce que le feu, pour certains, enfin pour les éleveurs notamment, j'ai pas du tout évoqué la question du feu pastoral, qui est un peu le cœur de ma thèse. Le feu, c'est un outil. Donc, ça permet la croissance de l'herbe pour nourrir les troupeaux. Ça permet d'entretenir des milieux qui ne sont pas mécanisables. Ça permet tout un tas de choses. Ça se fait collectivement dans les communautés rurales organisées. Donc, c'est plutôt un outil de paysan, on va dire, le brûlage. Donc, il est éminemment positif, c'est certain. Donc, il y a une vision très urbaine de l'incendie destructeur, de la carte postale qui part en fumée. Et c'est notamment ce qui est beaucoup véhiculé dans les médias. On voit rarement ce qui se passe après. On voit toujours l'image à feu de la destruction. Il y a aussi l'idée de la destruction des biens. Mais en vrai, la destruction des biens, ça concerne les incendies qui ne vont pas être des incendies de forêt ni en forêt. La plupart des incendies où on voit des incendies d'immeubles, c'est encore une autre catégorie d'incendies. C'est pas du tout géré de la même manière, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Mais pour les incendies de forêt, les biens matériels impactés ces dernières années, ce n'est pas le cas. On a eu des incendies catastrophiques, on l'a vu aux États-Unis. Je ne remets pas du tout en cause. Mais si on regarde sur la longue durée, les maisons brûlées dans le cas des incendies rapportés au nombre de feux, j'avais une carte sur le coût matériel des incendies, c'est epsilonesque par rapport à plein d'autres risques. Et c'est ce qui brûle le plus souvent en termes de biens matériels, ça va être des clôtures, ponctuellement des hangars, mais c'est très très rare. Et c'est pareil, c'est des catastrophes où il y a assez peu de morts comparativement à des inondations, des glissements de terrain, ce genre de choses. Le bilan, il est plutôt pour les espaces boisés. D'accord, merci Pauline. Une question qui était, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une corrélation entre monoculture et incendie? Ou est-ce que c'est un effet loupe, finalement, sur ces forêts ou plantations productives détruites par le feu? Alors, je n'irai pas jusqu'à la corrélation. Je ne pense pas qu'il y ait une corrélation. Je ne comprends pas exactement la question. Je pense qu'elle est plus vulnérable. Après, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce type de forêt et l'incendie? Je ne vois pas bien où... J'ai la question, voilà. Il y a quelques personnes qui sont parties, donc je ne sais pas si faisait partie des personnes, si elles veulent compléter. Ouais, faudrait... Bon. En tout cas, a priori, pas forcément le terme de corrélation, mais... Je suis gênée par le terme de corrélation. Il indiquerait que plus on a de monoplantations, plus on peut avoir de feux de forêt. Oui, et je vois pas bien en quoi les deux variables, elles seraient corrélées. Elle est juste plus vulnérable, je pense, mais il n'y a pas de corrélation avec l'incendie. Enfin, Alors peut-être que c'était aussi quand il y avait le lien entre des forêts plus sauvages, oui, les libre évolution, et des forêts productives. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose, ça a été en partie dit, mais je pense que la personne peut-être voulait évoquer ça. Est-ce qu'il y avait un type de forêt qui était plus vulnérable finalement? Un type de forêt. Oui, alors là, pour le coup, est-ce que la forêt monospécifique, elle est plus vulnérable? Oui, clairement.
Clairement, parce qu'elle va avoir des houppiers très jointifs, elle va avoir la même taille dans les individus qui la constituent. Donc, une fois que ça s'embrase, ça se poursuit. C'est une continuité de combustible, a fortiori si on est dans du résineux, qui est dramatique. Il n'y aura pas le feu. Souvent, il y a des sauts de feu. Si d'un coup, la strate devient un peu moins haute, il perd en vigueur, il peut s'essouffler. On va pouvoir intervenir à ce moment-là. Là, par exemple, si on reprend le cas de la forêt des Landes, on va avoir un front d'incendie qui est quasi uni et gigantesque, en fait. Donc, elles sont clairement plus vulnérables. D'accord. Merci. Une question qui était sur l'étalement urbain. Oui. Et le fait qu'il y ait peut-être une déstructuration donc de l'organisation des paysages. Est-ce que ça peut être un facteur aggravant? Tout à fait. Et oui, et un des premiers facteurs aggravants, mais pas plus la forêt de manière, on va dire, parce que, encore une fois, les moyens de lutte, ils vont se concentrer sur la protection des biens et des personnes. Donc, c'est l'étalement urbain, cette avancée sur les espaces, les anciens espaces qui étaient des espaces agricoles ou de nature, fait que, effectivement, on a de plus en plus d'enjeux à défendre. Et de moins en moins de personnel et de moyens à consacrer aux espaces de nature, clairement. Merci. Une autre question qui était sur le débroussaillement, parce qu'on commence à en entendre beaucoup parler, oui. Comme une obligation dans certaines régions, ou en tout cas des conseils forts de débroussailler. D'ailleurs, je rajoute cet élément, mais l'ONF fait aujourd'hui une campagne actuellement sur ce sujet-là. Ça a un impact qui est important sur la biodiversité. Est-ce que du coup, on peut dire finalement qu'il y a un débroussaillement positif, entre guillemets, qui va empêcher le feu, alors que ça a un impact sur la biodiversité? Est-ce que c'est pas un peu plus nuancé? Est-ce qu'il n'y a pas un détail qui pourrait être amené pour ne pas penser de manière un peu binaire finalement ces zones autour des habitations? Dans la mesure où le débroussaillement, c'est une obligation légale du propriétaire. Donc, de dire que systématiquement, ça va avoir un impact sur la biodiversité, si vous avez une haie de thuya, je ne suis pas bien sûre qu'on ait un vrai impact sur la biodiversité à entretenir sa haie de thuya. Donc, comme je ne vois pas comment on répond à cette question dans la mesure où je pense qu'il faudrait déjà avoir un inventaire très exhaustif de la biodiversité domestique qu'il y a dans les jardins des particuliers, sachant que l'obligation légale de débroussaillement, c'est une obligation des propriétaires. Donc, ça dépend beaucoup de ce que les propriétaires ils ont dans leur jardin. En fait, ce qui est recommandé, c'est que 50 mètres autour de leur maison, ça soit débroussaillé, qu'il n'y ait pas d'arbres qui la touchent, notamment pour qu'en gros, en cas d'incendie, il n'y ait pas une mise à feu de leur bien, quoi. Après, la perte en biodiversité, je ne vois pas bien quoi elle serait systématique dans ce cadre-là, sachant qu'elle va vraiment dépendre de ce qu'il y a dans les jardins, quoi. Merci. Une question aussi dans le chat qui est arrivée après. Quels arbres, arbrisseaux et plantes sont les plus inflammables de par leur composition? Dans les arbres les plus inflammables, on va avoir tout ce qui est pin résineux, très clairement. Après, il faudrait que je cherche plus en détail quels sont les plus inflammables. Pour les arbres, clairement les résineux. Pour les arbrisseaux, faut que je réfléchisse aux plus inflammables. Je peux trouver des données là-dessus, mais là, à chaud, je n'ai pas d'idée sur les plus inflammables. Merci. Et une dernière question. Vous parlez de la régénération végétale, mais le feu est très destructeur pour la faune sauvage qui pâtit déjà de la chasse et de la fréquentation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il y a ces destructeurs pour la faune, sauvage et pas sauvage d'ailleurs. Oui, je l'admets, pour les animaux, c'est rarement bénéfique. J'ai même pas, je ne vais pas vous dire rarement, parce que je n'ai jamais vu de cas où c'était bénéfique. Mais pour la végétation, c'est un peu plus à nuancer. Ok. Je crois qu'on a fini avec les questions, sauf s'il y en a encore une ou deux qui arrivent
en dernière minute. Sinon, on a tout traité et il est 20h. Je ne sais pas s'il y avait des questions aussi qui étaient peut-être en direct. Vous pouvez encore lever la main. Une petite minute. Sinon, on va clôturer, je pense, le webinaire. N'hésitez pas à vous manifester. C'est maintenant ou jamais. De toute façon, ce webinaire va être diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la voir en replay normalement dès demain. N'hésitez pas également à le repartager. Je pense qu'on va pouvoir rediffuser également quelques sources complémentaires. Oui, Pauline, c'est bien ça? Oui. Du coup, si vous avez également le souhait d'avoir des ressources complémentaires sur certains sujets, il est encore temps de le notifier dans le chat quand on les prenne en compte. Après, ce sera trop tard. Ah, une dernière question. Y a-t-il un lien entre l'assèchement des sols et les feux de sol? L'assèchement auquel... Je pense que c'est la sécheresse, peut-être. Si c'est la sécheresse et les feux en général, oui, et les feux de sol aussi, oui. Si c'est cet assèchement-là qu'on parle, oui. Si c'est l'assèchement, d'une manière générale, quand vous asséchez, plus c'est sec, plus ça va être, on va dire, combustible. Donc oui, un lien. Après, une causalité ou une corrélation directe, non. Mais on va dire que c'est encore une fois un facteur de vulnérabilité, évidemment. Merci beaucoup, Pauline. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Sophie, je te repasse la main donc, pour clôturer du coup ce webinaire. Et moi, je vous remercie et je vous annonce d'ores et déjà également un prochain webinaire à la rentrée. Merci, Pauline, pour cette intervention qui était très riche. Vous pourrez la retrouver dès demain en ligne sur la chaîne YouTube de l'association et vous recevrez également, toutes et tous qui vous êtes inscrits ce soir, un mail complémentaire avec notamment les sources, certaines sources qui ont été citées, si vous voulez creuser le sujet un peu plus loin, et ce qu'on va essayer de trouver rapidement sur les arbrisseaux les plus inflammables, puisque c'était la question à laquelle on n'a pas pu répondre ce soir. Merci à toutes et tous et passez une bonne soirée. Merci, bonsoir.